Alors bonjour à tous, donc vous écoutez le podcast qui s'appelle Apothicaire, donc on va faire une petite présentation. Donc en fait on est des étudiants à la faculté de pharmacie de Strasbourg et on a créé ce podcast pour les étudiants majoritairement. Donc l'idée c'est de vulgariser et de présenter la science à tout le monde. Et aujourd'hui notre sujet ça sera les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Et comme invité on aura donc Emmanuel Boutan qui est maître de conférence à la faculté de pharmacie de Strasbourg. On aura aussi un étudiant qui s'appelle Simon, qui lui est en droit et qui n'est pas en santé. Mais vous verrez, je pense que ses interventions sont quand même sympathiques. Et après, il y a nous, donc Pierre Bonin et Nathan Klotz, étudiants en pharmacie. On sera là pour fluidifier ce podcast et faire en sorte que tout se passe bien. Alors, la première question que l'on va aborder, c'est donc qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer entre Simon ou Monsieur Boutan. Moi, je sais pas, donc... Je vois Simon qui sourit. Simon va nous donner sa définition du rapport sexuel. Non, alors pour moi, c'est peut-être un peu romantique, mais c'est un échange charnel entre deux personnes, l'échange des passions. C'est comme ça que je vois ça. Et plus globalement, c'est, je dirais, un contact des deux engins reproducteurs. Ça marche. Et alors moi j'aurais plus tendance à dire que du coup là c'est le côté un peu étudiant en santé. J'aurais tendance à dire c'est des contacts muqueuse-muqueuse ou fluide-muqueuse. Ouais, je t'aurais rejoint là-dessus. C'est vraiment comme ça que je l'aurais défini, mais d'un point de vue très théorique, très définition, sans rentrer vraiment dans des exemples très précis. Alors, je sais pas si on en parlera encore après des exemples très précis, ça pourrait être marrant, mais du coup, on peut encore avoir la définition peut-être de Monsieur Bouton par rapport à qu'est-ce qu'un rapport sexuel. Alors, merci pour cette question. J'avoue que c'est une question que j'adore poser aux étudiants quand on est en troisième année dans ces cours de virologie ou d'immunologie. Donc, on est pile poil dedans. Donc, il faudrait peut-être ajouter le contact cutané-cutané, puisqu'il y a des virus qui peuvent se transmettre juste par le contact cutané. Donc, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les muqueuses. Donc, ça, c'est une petite chose en plus. Je pense que vous avez raison. Je trouve qu'implicitement, pour beaucoup de personnes, on va considérer le rapport sexuel avec une pénétration obligatoire. Donc, on va peut-être rajouter que la pénétration n'est pas obligatoire. Donc, en effet, les caresses sexuelles peuvent être déjà finalement un rapport sexuel. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête précisément pour parler ensuite prévention et dépistage. Ok, donc là c'est tout de suite une définition un peu plus complète. C'est vrai que pour le coup j'aurais pas pensé à parler d'un contact cutané-cutané. Ouais, c'est vrai. Mais après, ouais, comme dit, c'est très très large. Après, des exemples, par exemple, je sais pas si y a des gens qui en ont des exemples cutané-cutané, ce serait quoi, par exemple? Vis-à-vis d'un risque, hein. Ouais, vis-à-vis d'un risque, ou même pour donner un exemple, c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir cutané-cutané ce que ça pourrait être. Est-ce À que partir joue du contre moment joue où Est-ce que joue contre joue on a déjà un risque? vous avez des risques, par C'est exemple, vrai. vis-à-vis du papillomavirus. Si on est sur, par exemple, des condylomes qui sont ces petites verrues localisées au niveau du pubis, par exemple, on est sur un contact qui peut se faire entre une main et cette zone-là. Donc ça sera une main c'est cutanée avec une zone pubienne qui est cutanée. Ok. C'est un exemple. Ensuite, dans notre fil rouge, on avait noté comment se transmet une IST. Alors moi, pour le coup, de ce que je sais, sans spécialement avoir planché sur la question, c'est... Tout d'abord, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est par rapport sexuel, comme on l'entend, mais justement plutôt par la pénétration, c'est la première chose qui me vient en tête. Mais ensuite, je sais aussi que justement, comme Monsieur Boutan vient de le dire, le rapport cutané-cutané, en effet, permet aussi de la propagation d'une IST, par exemple. Pas rajouter beaucoup de choses en plus, c'est vrai que ouais, j'aurais vraiment vu muqueuse au début, et après cutané. Non, j'ai pas trop d'exemples à rajouter personnellement, je pense. Alors moi j'avais une petite question finalement. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de préliminaire? D'un point de vue transmission, Non, juste en Qualité. termes de définition, est-ce que vous pensez que cette définition a encore vocation à exister aujourd'hui en 2022? Alors c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que justement, en fait, on parle de préliminaire dans le sens préliminaire avant le rapport sexuel, sauf qu'en réalité, dans la définition que vous venez de donner, en réalité, les préliminaires rentrent totalement dans le domaine du rapport sexuel. Donc parler de préliminaire avant le rapport sexuel, en réalité, c'est un peu se tromper et on va dire même dévaloriser l'acte en lui-même parce qu'en réalité, il y a tout autant de risques à, à, comment dire, à propager une IST
pendant les préliminaires que pendant un rapport sexuel. Ouais, je pense même que justement c'est d'autant plus dangereux que on y pense moins justement. Mhm. On commence justement à s'exciter au début, ce genre de choses, et on pense pas à se protéger tout de suite forcément ou à bien faire attention. Alors que vraiment l'acte, vu qu'il est plus sacralisé comme quelque chose qui peut aussi être dangereux, je pense en général. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est plus ça aussi. Oui, en c'est vrai, général. on a moins tendance à prendre des précautions, sans doute parce qu'on nous le rabâche moins, que c'est quelque chose de moins su. On a moins tendance à prendre des précautions pendant les préliminaires que pendant un rapport sexuel traditionnel, on peut dire. Ouais, Et et c'est pour ça que le côté. une forme en fait, d'abus de langage. En fait, on Ouais, distinguerait exactement. de prendre l'acte dans sa globalité, on aurait quelque chose qui n'est pas l'acte, puis l'acte. C'est un Donc, peu ça, ouais. En gros, préliminaire, c'est vraiment ce que tu disais. Ça précède quoi finalement? Ouais. Si on considère que maintenant le rapport sexuel, c'est finalement un ensemble, juste le contact entre deux ou plusieurs personnes, de même sexe ou pas, qui vont pouvoir juste prendre du plaisir ensemble. J'aimerais juste rajouter une information supplémentaire avec consentement. Oui, bien Oui, sûr. ouais, Je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de parler toujours de consentement Ouais, bien sûr. quand on parle de rapport sexuel. et dès les préliminaires justement même aussi. Hein. C'est Ça va une avec. globalité, voilà. Puisque, en effet, moi j'aimerais bien qu'un jour on ne parle plus de préliminaire. Oui. Surtout Ouais, quand et on c'est parle de dépistage et de prévention, je pense qu'il faudrait arrêter d'en parler. Et alors c'est aussi comme ça que je le perçois, mais juste petite parenthèse, mais aussi la notion de première fois est très liée à ce que vous étiez en train de dire par rapport au rapport sexuel, parce qu'en réalité la notion de première fois, en général chez les gens, elle est associée à la première pénétration, et pas forcément au premier rapport sexuel comme on l'a défini tout à l'heure, que ce soit rapport cutané, etc., préliminaire justement. Et donc c'est pour ça aussi, la notion de première fois dans l'imaginaire collectif, c'est la première pénétration. Alors qu'en réalité, ça ne veut pas forcément dire que c'est le premier rapport sexuel. Peut-être qu'avant, il y a déjà eu d'autres choses. Je pense que tu as tout à fait raison. Donc si on devait reposer les questions à quand est le premier rapport sexuel, puisque ça fait partie des questions qu'on pose souvent aux jeunes, qui aujourd'hui aux alentours de 16 ans et demi, 17 ans, ça n'a pas vraiment changé depuis des années. Peut-être que c'est beaucoup plus jeune. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc la prise de risque beaucoup plus jeune aussi. Ça nous revient à dire que la partie éducation à la sexualité, qui est très importante, doit commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire au collège, c'est fait, mais peut-être pas suffisamment fait. C'est fait dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes peut-être. Je parle d'expérience personnelle. on va peut-être parler donc des précautions à prendre du coup, pour éviter la transmission des différentes maladies et infections. Justement, au regard de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur la transmission. On peut peut-être juste rajouter, parce qu'on n'est pas revenu finalement sur... bon, on a la pénétration qui est une possibilité de transmission. Quels sont finalement les autres risques dans la transmission que l'on pourrait aussi citer finalement? On a juste pénétration vaginale. Oui. Alors moi, les premières choses qui me viennent en tête, c'est... Alors, ça rejoint la définition de nos hôtes, qui était de muqueuse contre muqueuse. Donc par exemple, dans le cas de la fellation, ça rentre dans ce domaine. Dans le cas du cunnilingus, par exemple, je prends on va dire les deux exercices les plus populaires, on va dire. Mais dans ce cas-là, oui, en tout cas pour moi, c'est un bon moyen de propager une IST en tout cas. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que là-dessus, Je dirais que c'est à partir du je moment où il y a confirme, contact ouais. en fait. Hein. Exactement. Ouais, C'est ça au final. contact rapproché entre deux personnes, donc le risque est potentiel. Ouais. Après, Ça reste une loterie, hein, mais Pour la prévention, j'ai du mal à voir comment prévenir un contact, une transmission par contact cutané-cutané. Parce que, bon, muqueuse, on imagine tous un préservatif, que ce soit masculin ou féminin, et limite une digue dentaire pour les personnes qui vont pratiquer des cunnilingus. Mais, et anulingus. C'est vrai. Et anulingus aussi. cunnilingus. Tout ça. Mais du Oui, coup, c'est vrai, cutané-cutané, j'avoue que là, pour moi, là, c'est assez flou. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen où là, pour le coup, c'est la loterie? Je dirais le dépistage. Ouais. Exactement, Oh. c'est le dépistage. Et aussi le fait d'être responsable aussi. Parce qu'après, il y a se faire dépister et après, justement, faire attention Ouais, et c'est ça. de bien prévenir. Parce que Le dépistage, ça rentre un peu dans la responsabilité personnelle. Mhm. C'est chacun doit prendre ses précautions justement pour éviter tout ce qui est IST, transmettre les IST. Et quand on sait, qu'est-ce qu'on fait finalement? on se soigne. Et et on prévient On aussi, sait je bien pense. qui? Le Tous partenaire. les partenaires partenaires. sexuels ou les Là où potentiels les- partenaires sexuels. Enfin, Enfin, peut-être pas, mais Pas forcément. À partir du Dans un moment monde, où, on pourrait dire où que tout certaines le monde est un IST sont... potentiel. Ouais, à partir du moment où les IST vont être traités, bien traités, bien sûr. avec l'observance du traitement, il n'y aura pas de problème. Pour certaines IST, hein, je Mhm. rappelle que beaucoup de bactériennes vont pouvoir être traitées par une antibiothérapie très rapidement. Pour autant, il n'y a pas d'immunisation, on le verra certainement plus tard sur
les podcasts suivants. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe des vaccins. Est-ce que vous savez quels sont les vaccins qui vont pouvoir justement nous protéger de certaines IST? Donc, moi, personnellement, j'en ai absolument aucune idée. Alors, nos professionnels de santé. Ah, penser c'est mon interrogation. au vaccin contre le papillomavirus. Ouais. Donc, là où du coup ça rentrait dans cette case cutanée notamment, en partie. On a le papillomavirus aussi même d'ailleurs qui va être très intéressant parce que même au niveau, si je me trompe pas, hein, des cancers aussi, qui va pouvoir être très intéressant, prévenir les cancers. Et après d'autres vaccins, l'hépatite aussi, en vrai. Voilà, l'hépatite. Lequel? L'hépatite B. Ouais. Et qui prévient même d'une autre hépatite aussi. La B. Et il y a aussi l'hépatite A, oui. qui peut prévenir aussi contre, pour certaines pratiques sexuelles, le risque de contamination et d'hépatite. Ok. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette première partie, un peu introductive, sur les différents modes de transmission. Donc Simon, qui pour rappel est l'étudiant qui n'est pas en santé. Simon, quelle est la différence entre MST et IST? Alors globalement, je connais juste la signification des abréviations, je pense les connaître. Qui pour MST c'est maladie sexuellement transmissible et IST c'est infection sexuellement transmissible. De là à dire la différence entre maladie et infection, je ne peux pas. Alors moi j'aurais tendance à dire qu'une maladie ça évoque l'apparition de symptômes et une pathologie, alors qu'une infection c'est à partir du moment où on est contaminé, alors qu'on peut être porteur sain. Ce serait ma définition à moi, je sais pas si c'est la bonne. Je t'aurais rejoint là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'il y a des phases, pour parler, déjà peut-être introduire même d'autres maladies qu'on va évoquer plus tard, même le sida, il y a des phases de latence, pour moi ça rentrerait peut-être là-dedans, dans des moments où on ne voit pas, alors je ne vais pas me tromper, voilà. Mais c'est comme ça que je le verrais aussi un peu. Alors je vais devoir reprendre mon rôle de prof. Vous avez raison sur en gros la définition du pourquoi on est passé en 2009, hein, donc ça date de 2009 ce changement de définition. Pourquoi infection? Justement parce qu'il y a des personnes qui sont symptomatiques ou asymptomatiques, donc sans symptômes. Et si on n'a pas de symptômes, souvent on ne va pas se faire dépister. Donc c'était devenu un enjeu tout simplement de santé publique qui ouvrait un petit peu plus le dépistage à toute personne, qu'elle soit symptomatique ou pas. Et c'est pour ça que ça a changé, parce qu'en effet, dans la définition de maladie, il y a symptômes, en tout cas pour les gens. J'aime pas forcément l'utilisation du mot porteur sain. J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire en réalité. Il est juste porteur. Il est porteur, justement. Donc il est juste, entre guillemets, en capacité de transmettre un agent étiologique, pathogène, etc. Donc il est peut-être juste sans symptômes. Je préfère la définition asymptomatique. Et vis-à-vis des phases de sida, je dirais que le sida, c'est la phase terminale de la maladie, de l'infection à VIH. Donc on parle vraiment sur la partie symptomatique de l'infection à VIH. Et du coup, je vais venir sur une autre question. Récemment, le gouvernement a fait passer une loi sur une loi de financement au niveau de la sécurité sociale, sur le remboursement des pilules du lendemain et aussi sur les tests de dépistage qui seraient remboursés sans ordonnance. Est-ce que tu en as entendu parler, Simon? Absolument pas. D'accord. Et est-ce que peut-être toi, Nathan, t'en as entendu parler? Alors moi, je l'ai vu passer sur Twitter, avec justement un tweet sur la pilule qui était justement remboursée pour toutes et tous, enfin surtout toutes. Oui. Et peut-être Monsieur Bouton, des choses à rajouter aussi dessus. Alors c'est jusqu'à 26 ans ce dépistage. Jusqu'à présent, il n'y avait que le VIH qui était ouvert au dépistage depuis le 1er janvier 2022, donc qui permettait à toute personne sans ordonnance d'aller dans un laboratoire pour se faire dépister gratuitement. Sans limite d'âge. Et là, justement, par l'annonce de fin septembre du ministre de la Santé et de la Prévention, M. Braun, qui a annoncé en effet cette bonne nouvelle qui permet à toute personne d'âge inférieur à 26 ans d'aller se faire dépister sans ordonnance dans les laboratoires. Je rappelle juste à présent, on pouvait le faire dans les centres spécifiques qui s'appellent les CEGID, les centres d'information et de dépistage, voilà, où c'était gratuit. Maintenant, ça sera gratuit n'importe où. Je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne initiative parce que c'est vrai que le dépistage, c'est pas du tout un réflexe. Si en plus les gens avant ça se rendaient compte qu'en plus ça avait un coût, j'imagine que ça devait en dissuader plus d'un. Ouais. Donc c'est 100% gratuit, c'est ça qui est cool, et ça sera pour toutes les IST bactériennes. Et alors pourquoi finalement ce dépistage est aujourd'hui ouvert aux plus jeunes, d'après vous? Pour quelle raison? Je pense qu'on a peut-être vu une augmentation des cas d'infection. Peut-être parce qu'on a peut-être la pression, c'est peut-être pas le bon terme, mais on avait quand même eu une peur dans la population avec les maladies sexuellement transmissibles depuis les années 90, et peut-être qu'avec tous les moyens de prévention qui avaient été mis en place,
on est tombé dans une forme de relâchement au fur et à mesure. Les gens ont pris confiance en fait. Vu que les cas avaient diminué, les gens sont un petit peu relâchés peut-être sur cet aspect préventif et de surveillance. Donc oui, tu as tout à fait raison Nathan, on est pile poil là-dessus. Ce qui s'est passé avec la période VIH, SIDA, qui a fait peur un petit peu à tout le monde, c'est qu'il y avait des grosses campagnes de prévention qui sont passées par l'utilisation du préservatif. Tout le monde en recevait. Moi je me rappelle quand j'étais au collège, on recevait ces préservatifs tout le temps finalement, on se posait pas trop de questions. Donc on avait cet ancrage, cette éducation qui était faite là-dessus. Donc il y a eu une baisse qui était de toutes les IST, surtout bactériennes. Et par contre, à partir des années 2000, ça a commencé à réaugmenter en France ou dans tous les pays occidentaux finalement. Il n'y a pas qu'en France que ça se voit. Et donc voilà pourquoi je pense que cette annonce du ministre est très très importante, puisqu'elle touche principalement les jeunes de 15 à 25 ans, donc vous, principalement concernés par ce risque IST. Oui, clairement. Surtout que c'est la période où on a un peu les hormones en folie. Donc j'imagine que c'est mieux que ça nous concerne nous d'abord. Tu te sens donc boule d'hormones, Simon ? Je ne parlais pas de moi. Moi, en l'occurrence, ça me concerne justement. Le dire. Pierre, si tu pouvais te rhabiller. Mais après, j'avais une anecdote un petit peu à ce sujet pour souligner que le fait que ce soit gratuit, ça va forcément augmenter les dépistages. Par exemple, donc j'avais travaillé en pharmacie lors d'un stage, et donc des gens qui étaient malades, donc qui avaient des symptômes, qui n'étaient pas forcément en IST, mais des gens qui avaient juste une maladie quelconque, avec des symptômes, parfois refusaient de payer le traitement parce qu'il n'était pas remboursé à 100%. Alors que c'était des personnes qui étaient malades. Alors j'ose même pas imaginer des personnes qui n'ont pas vraiment de symptômes, où l'idée ça serait juste de se dépister, donc donc pour le moment ils n'ont pas de pression physique ou quoi. Je sais pas, je pense vraiment que les gens qui devaient payer pour se faire dépister ne le faisaient pas, quoi. Enfin après du coup j'ai pas des données chiffrées en tête, mais c'est un peu une idée, un concept par l'exemple que j'ai pu avoir de mon stage en pharmacie. Et une IST finalement, on n'en a pas parlé, mais c'est quel agent étiologique qu'on va retrouver? Quels sont les Alors moi je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est déjà un agent étiologique? Je vais passer la parole à Pierre. Et le problème c'est que je suis en bout de chaîne, donc je suis obligé de répondre et je n'ai pas forcément cette réponse. Un agent étiologique, c'est tout simplement quel micro-organisme va être responsable d'une IST. D'accord. Donc est-ce que tu en connais, Simon? Absolument pas. Ou bien peut-être que j'en connais, mais je ne sais pas que ce sont des agents étiologiques. Mais en tout cas là comme ça je peux pas en citer. J'aurais tendance à dire le virus du sida, par exemple. Je le connais. Le virus de l'hépatite B. Je le connais. Le virus du papillomavirus. Ouais. Donc que des virus. Et là, il y a aussi peut-être une partie bactérienne, par exemple. Ça pourrait, ouais. Une partie bactérienne, telle que par exemple gonocoque. Ok. Gonocoque, sinon... Une autre bactérie? J'en connais pas. Là d'instinct, aucune. Chlamydia, éventuellement. Chlamydia. Ouais, chlamydia. En fait. Ouais. Après, si on part un peu, il y a aussi le registre des champignons. On peut penser aux candidoses ou aux mycoses. C'est pas vraiment considéré toujours comme des IST, mais on a des parasites aussi avec les trichomonases. Okay. En gros, il y a une vingtaine d'IST aujourd'hui qui vont être retrouvés, bactéries, virus. Et donc là, du coup, pour remettre dans le contexte, là on est dans tout ce qui est IST ou MST du coup? Non, il y a tout ce qui est IST du coup. Encore une fois, IST, MST. IST, voilà. Non, mais pour bien remettre le contexte. C'est toujours la même chose. Voilà. Même définition. On va donc passer maintenant aux parties, on va détailler. Donc pour la suite, donc là vous avez tous entendu l'introduction de notre podcast. Donc on a parlé des IST dans leur globalité. Donc on a défini un rapport sexuel, on a défini une IST, on a défini la différence entre MST et IST. On a parlé des moyens de protection. On a cité quelques infections sexuellement transmissibles. Et maintenant on va aller peut-être un peu plus loin. Donc dans les prochains podcasts, on vous invite à les écouter d'ailleurs. On va parler plus en détail des différentes IST. Donc on va parler notamment du VIH, de l'hépatite B, ensuite des chlamydia, des gonocoques, de la syphilis. Et puis enfin, on conclura probablement par le papillomavirus pour cette série de podcasts sur les infections sexuellement transmissibles.